Moi, je suis une improbable étudiante en anthropologie. Improbable dans le sens où je suis née dans une famille dont les parents étaient vraiment pas instruits. Mon père était un journalier. Il avait une cinquième année et ma mère était opératrice de machine à coudre dans une usine. Elle avait une quatrième année. Mais ils avaient le souci que leurs enfants devaient aller plus loin dans la vie qu'eux. Donc, ils valorisaient l'éducation. Et ils avaient toujours des journaux à la maison. J'avais toujours un journal à la maison. Mais malgré tout, le fait d'être né dans ce type de famille-là ne donne pas beaucoup de chance, malgré le fait que les parents peuvent le vouloir. Alors, mes parents m'ont payé, si on peut dire, à l'époque, on payait en éducation, deux années d'école normale, parce que je voulais devenir institutrice. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait très peu de carrière pour les filles. Surtout pour les filles de milieux populaires, parce que les filles de milieux plus aisés, elles allaient dans les instituts familiaux. Quelques-unes, peut-être, faisaient leur cours classique, mais en réalité, elles se mariaient, elles éduquaient les enfants, et puis elles tenaient maison, mais de façon plus élégante, disons, que les filles de milieu populaire. Nous, si on voulait faire carrière, on devenait institutrice ou infirmière ou secrétaire. Pour devenir secrétaire, il fallait faire une 9e, 10e ou 11e, sur le secrétariat, en secrétariat. Et pour les autres, bon, ben, il fallait trouver moyen de trouver une profession. Et moi, j'ai choisi institutrice parce que je jouais à l'école toute mon enfance, comme à peu près toutes les filles. Et puis, ça m'intéressait. Mais quand je suis arrivée pour faire mon inscription à l'école normale, c'est-à-dire pour s'inscrire au brevet A, au brevet B ou au brevet C, moi, je voulais faire le 4 années de brevet A, donc qui équivalait presque au cours classique. Mais mes parents m'ont dit non, c'est pas ça qu'il faut. On ne peut pas te tenir pendant 4 ans. Donc, je me suis inscrite au brevet B et j'ai fait 2 ans. Mais moi, je voulais continuer, ce qui fait que dès que j'ai eu mon brevet B, je suis entrée à l'Université de Montréal comme étudiante à ce qui s'appelle le bac pour adultes, baccalauréat, SR, mais pour adultes. Et j'ai commencé à ce moment-là, dès que j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé en même temps, à étudier en même temps. Donc, j'ai étudié, j'ai fait mon baccalauréat de cette manière-là. Alors, je ne souhaite ça à aucun étudiant ou aucune étudiante. J'ai d'ailleurs beaucoup de sympathie pour les étudiants et les étudiantes qui sont obligés de faire ce genre de démarche-là. Donc, pendant 5 ans, j'ai enseigné au primaire et au secondaire, 4 ans au primaire, 1 an au secondaire. Et à l'époque, les écoles de garçons étaient séparées des écoles de filles. Donc, j'ai enseigné pendant 4 ans à des petits garçons, d'abord de 3e année, ensuite de 4e année, puis 1 an au secondaire. Ma 5e année d'enseignement. J'ai fait ça donc pendant 5 ans. Et pendant ces 5 années-là, je faisais mon cours, mon bac pour adultes, les soirs, les fins de semaine, les étés. J'ai fait ça pendant 5 ans, ce qui veut dire que j'ai mis 7 ans à faire le baccalauréat SR, ce que les autres faisaient dans les cours classiques en 4 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. Et là, une fois que j'ai eu terminé mon bac pour adultes, que j'avais 5 ans d'expérience, j'ai retiré mon fonds de pension, ce que je dirais à personne de faire présentement. Mais j'ai retiré mon fonds de pension et je me suis inscrite à l'Université de Montréal et j'ai été acceptée en anthropologie. Et voilà, j'y suis entrée. Mais comment je suis venue en anthropologie? À vrai dire, dans le cours de bac, il y avait des cours qui m'intéressaient beaucoup, notamment les cours de littérature, j'aimais beaucoup. Mais il y avait eu un cours d'anthropologie donné par Guy Dubreuil. Et puis, ça m'avait tellement frappé. Lui, Guy Dubreuil était un spécialiste de la Caraïbe, un psycho-anthropologue, et il était passionné, et il avait parlé des familles matrifocales dans la Caraïbe. Alors moi, ça m'était resté, et quand j'ai eu terminé mon bac, j'ai fait quelques demandes d'inscription, et j'ai été acceptée en anthropologie. Et c'est comme ça que j'y suis venue. Et la Caraïbe m'intéressait, mais j'avais quand même beaucoup de cours, comme vous le savez. Puis à l'époque, en anthropologie, c'est-à-dire dans les années... bon, je suis entrée en 66, j'ai fait mon bac 66-67, 68, j'ai terminé mon bac en 68. Les bacs étaient de 2 ans à l'époque, et les maîtrises de 1 an. Et donc, j'ai fait mon bac. Et pendant les années du bac à l'époque, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, à peu près tous les étudiants et étudiantes pouvaient faire des terrains. Les professeurs avaient des projets. Et, bon, ceux qui voulaient travailler au nord étaient à peu près certains, ou avec les Amérindiens étaient à peu près certains de trouver. Moi, j'ai eu la chance de trouver un contrat avec Jean Benoît,
qui s'occupait, lui, de la région Caraïbe, qui venait de mettre sur pied le centre en Martinique, là, à Font-Saint-Jacques, et qui recrutait des étudiants et des étudiantes. Et il m'avait recruté en 67, donc après 1 an de bac seulement, j'ai fait mon premier terrain, ce qui est assez rare aujourd'hui. Et donc, je suis allée en Guadeloupe et j'ai travaillé au cadastre. Et là, j'avais comme mission de faire la carte des grandes plantations, c'est-à-dire des plantations qui avaient 50 hectares et plus. Alors, je travaillais au cadastre toute la journée, et puis j'habitais pas très loin du cadastre en 67. Et c'est ce qui m'a permis de voir que pour l'année suivante, qui était notre année de terrain pour vrai, en 68, j'ai pu choisir une plantation cette fois-ci et faire la monographie d'une plantation, une seule plantation de canne à sucre, cette fois-ci dans la Grande Terre. C'est-à-dire, il y a 2 îles qui se rejoignent par un bras de mer, là, en Guadeloupe, et faire un terrain là, tout l'été, 4 mois, dans une plantation de canne à sucre. Et je suis retournée ensuite en janvier avec un petit prêt que j'avais reçu je ne sais plus quel ministère de l'Éducation, là, et je suis allée voir l'ouverture de la récolte en janvier. Donc, j'ai vu à peu près tout le cycle des plantations. Et ma thèse de maîtrise, parce qu'on appelait ça une thèse à l'époque, c'est une monographie d'une plantation de canne à sucre en Guadeloupe. Et j'habitais à Morne-à-l'Eau, le centre de Blanchette, ça s'appelait comme ça, le centre de Blanchette. Aujourd'hui, c'est une thèse qui est devenue historique parce que ce type de plantation-là a disparu à peu près 10 ans après ma thèse de maîtrise. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, sauf par des Québécois et des Québécoises sur l'agriculture de la Guadeloupe, sur les plantations. Et donc, cette thèse-là, qui étudie justement les rapports entre les différents niveaux de travailleurs et travailleuses, c'est devenu une sorte d'outil là, historique, là, je dirais. Je l'ai vu quand je suis allée à un moment donné à Bordeaux, invitée par Guy Lasserre. Quand je suis arrivée au comptoir où il m'avait donné rendez-vous, la bibliothécaire me dit oui, vous attendez M. Lasserre. Je dis oui, je m'appelle Huguette Dagenet. Oh, Madame Dagenet! Alors, ma petite thèse de maîtrise était utilisée en géographie tropicale parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Donc, ces thèses de maîtrise-là, à l'époque, nous servaient finalement aux étudiants. Puis moi, en anthropologie, à vrai dire, je ne me souviens pas de tous les cours. Je me souviens de ceux que j'ai particulièrement aimés. Balixi, Hazen Balixi, c'était un peu comme Bernard Saladin chez nous en anthropologie, un conteur né. Passionnant. On passait 3 heures à l'écouter, là, puis on ne se fatiguait jamais. Mais on avait beaucoup de travail parce que lui nous donnait chaque semaine une monographie à lire. Et les monographies à l'époque étaient en anglais pour la plupart. Alors, toutes les grosses monographies écrites là, qui font 400 pages, fin, on avait ça à lire, nous. Et les profs nous disaient, bon, l'année prochaine, vous êtes, je ne sais pas combien on n'était pas très nombreuses, l'année prochaine, vous êtes la moitié. Alors, ils nous éliminaient de cette manière-là parce que lire chaque semaine une monographie, c'est quand même quelque chose. On n'avait pas le temps de vraiment l'assimiler. Alors, il y avait Hazen Balixi, il y avait, bien évidemment, Benoît, qui était passionné par Guy Dubreuil, qui j'avais noté aussi que... Gabriel Gagnon, qui était excellent professeur aussi, qui est passé ensuite en sociologie, mais lui enseignait l'anthropologie économique, et c'est lui que j'avais choisi pour être mon directeur de thèse de maîtrise. Et les étudiants me disaient, oh, André Gagnon, là, il est vraiment sévère. As-tu bien réfléchi avant de choisir Gabriel Gagnon? Moi, j'avais bien réfléchi. C'était un domaine que j'aimais bien. Et c'est un professeur qui a été impeccable pendant tout le temps de ma formation. Et j'ai eu aussi la chance, que peu de gens ont eu, d'être l'étudiante de Michel Brault, le cinéaste Michel Brault, qui nous donnait un cours d'ethnocinématographie en maîtrise. C'était le samedi matin. Et j'ai des photos, je ne sais plus où elles sont, mais j'ai des photos de Michel avec les 2 pieds sur la table et qui nous parle comme ça, là. Vraiment, c'était merveilleux. Et j'avais fait comme travail de session à ce moment-là un reportage sur le début de la campagne sucrière. Et c'était pour ça que quand j'étais allée sur le terrain vers Noël-janvier, là, pour être là au début de la campagne, j'avais pris des photos. Alors, Michel m'avait prêté sa première Leica. Et j'avais donc du noir et blanc dans sa première Leica. Puis moi, j'avais une Minolta. Alors, je me promenais je prenais des photos en couleur et en noir et blanc avec la photo. Et ça, c'est des souvenirs extraordinaires. On était un petit groupe qui avions tous des travaux du même genre à faire. Pauline Boucher avait fait ça sur les éboueurs la nuit.
Alors, elle avait filmé les éboueurs et puis elle présentait ça. Alors, moi, c'était un montage pas de photos, oui, de photos, en fait, de diapositives. Et j'avais fait jouer une chanson qui était très populaire à l'époque, qui jouait dans tous les transports en commun. Allons danser Manzel, allons danser Oé. Puis je faisais jouer cette musique-là. C'était merveilleux. Alors ça, c'est des très, très bons souvenirs d'anthropologie. Puis bien sûr, les terrains. Moi, je pense que j'ai commencé à aimer l'école, les études, vraiment, au moment où j'ai fait mes premiers terrains. Parce que toutes les années précédentes, là, où je travaillais en même temps que j'enseignais, je préparais des cours pour les plus jeunes, puis en même temps, j'étudiais. C'était épouvantable comme situation. J'étais chanceuse d'être admise en maîtrise, on ne devrait pas le dire, là, mais j'étais chanceuse d'être admise en maîtrise puisque j'avais la note, j'avais pas 85, 90. C'était pas possible de faire 20 heures de travail d'enseignement et puis d'avoir un plein temps en anthropologie. Mais j'ai réussi à passer la maîtrise et là, ça devenait formidable parce qu'on choisissait nos sujets. On faisait pas ce qu'on voulait, mais disons, on a cette impression-là quand on arrive à ce moment-là. Ce qui fait que même si j'étais à l'école longtemps, ça m'a pris un certain nombre d'années à dire à ma fille qu'en fait, j'ai détesté l'école. Jusqu'à ce que j'arrive très, très loin, parce que je voulais pas lui dire j'ai pas aimé l'école, parce qu'elle disait que, comme tous les jeunes, à un moment donné, ils veulent prendre une année sabbatique. Alors, moi, je disais non, non, il faut continuer. Mais non, mais personnellement, j'ai commencé à vraiment aimer les études au moment où j'ai pu faire de l'anthropologie comme je voulais et faire le premier terrain. Le premier terrain, c'est mythique, finalement, là. Et ça a été en 67, en Guadeloupe. Alors pourquoi, après ces années en anthropologie, vous avez décidé finalement de faire un doctorat en sociologie et en vous exilant euh, en France, puisque Bon. donc, vous êtes allé à Paris? Oui, ben, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, j'avais beaucoup lu quand j'étais enfant, donc j'avais beaucoup lu sur la France. J'avais des images, j'avais écouté des films. Le soir, j'écoutais la télévision. Mes parents étaient couchés, mais j'écoutais des films français, des vieux films français. J'apprenais la musique. Mais en réalité, je ne sais pas si je devrais dire ça aux étudiants, mais il reste que moi, je n'étais pas intéressée. J'avais déjà quelques années de plus que la plupart des étudiants, puisque j'avais travaillé. Et je n'étais pas intéressée à faire mon doctorat aux États-Unis, où il fallait tout refaire, l'anthropologie physique, l'archéologie, pour pouvoir passer les compréhensifs, comme on disait, là, les examens de doctorat. Et puis, quand Gabriel Gagnon m'avait demandé « Qu'est-ce que vous voulez faire? » J'ai dit « Moi, j'aimerais ça travailler sur les femmes, travailler sur la publicité, les femmes. » Parce que j'avais lu les ouvrages qui sortaient en livre de poche, là, les ouvrages féministes. Et puis, ça m'intéressait. Alors, il m'a donné l'adresse de Marie-Josée Chombar-Delauve, qui est une psychosociologue, oui, psychologue, en fait. Et j'ai écrit à Marie-Josée, au Centre d'ethnologie sociale et de psychosociologie. Et c'est Paul-Henri Chombar-Delauve qui m'a répondu en me disant « Marie-Josée a terminé sa recherche, mais moi, je travaille, etc. » Bon, je ne me souviens plus ce qu'il m'a écrit exactement. J'ai sauté, j'ai pris la perche, et puis j'ai répondu tout de suite en disant que oui, j'étais très intéressée. Et donc, c'est Paul-Henri Chombar-Delauve qui m'a accueilli, qui avait d'ailleurs, lui, une formation d'ethnologue aussi. Mais pourquoi la sociologie? Je n'ai pas choisi la sociologie, en réalité. C'est que les divisions disciplinaires étaient beaucoup, beaucoup moins grandes en France qu'elles l'étaient ici. Puis même ici, elles n'étaient pas aussi tranchées qu'elles le sont maintenant, parce que c'était moins institutionnalisé. Ce qui fait que dans le groupe de Paul-Henri Chombar-Delauve, c'était merveilleux. Il y avait des gens d'un peu partout dans le monde qui étaient comme moi, des étudiants et étudiantes. Il y avait des psychologues, il y avait des spécialistes de l'éducation, il y avait des sociologues. Bon, et le doctorat est en sociologie parce que le centre est en sociologie. Ça aurait été un centre en ethnologie, mon doctorat aurait été en ethnologie. Donc, j'ai pas pu faire mon doctorat sur les femmes parce qu'évidemment, il m'avait dit allez faire un tour à la Bibliothèque nationale, puis allez voir qu'est-ce qu'il y a sur les femmes. Puis revenez. Alors évidemment, j'avais bien vu qu'il y avait quand même des choses faites sur les femmes. Puis Marie-Josée avait terminé son gros bouquin. Et là, il m'a dit, vous n'avez jamais pensé à étudier le crédit à la consommation dans les familles ouvrières? Parce qu'il savait que j'étais de famille ouvrière. Puis moi, je me souvenais que ma mère, c'était sa hantise. L'achat à crédit, les dettes, avoir des dettes, c'était sa hantise. J'ai entendu ça toute mon enfance, moi, qu'il fallait pas acheter à crédit, qu'il fallait payer comptant, qu'il fallait pas avoir des dettes. Et là, on m'offrait d'étudier dans la classe ouvrière l'achat à crédit. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. En France, il y avait très peu de cartes de crédit. Il n'y avait pratiquement pas de cartes de crédit. Moi, j'ai fait mes recherches de 69 à 70, 71 là, pour la collecte. Donc, c'était très peu connu. Mais il y avait l'achat à crédit. Il n'y avait pas les cartes de crédit, mais il y avait l'achat à crédit. Et les ouvriers se disaient obligés d'acheter à crédit. Ils étaient conscients, pour la plupart, qu'ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient une chambre à coucher.
s'ils voulaient un frigidaire, s'ils voulaient une cuisinière. Et donc, c'est ce que j'ai étudié comme thèse de doctorat. Donc, j'ai fait des entrevues avec des couples ouvriers dans la banlieue, pas la banlieue, mais la couronne nord de Paris. Et moi, j'habitais plutôt près du périphérique sud, là. Et j'ai passé donc des années à faire ce genre de travail-là en France. C'était de la sociologie. Et quand je suis revenue, j'ai d'abord passé 3 ans aux États-Unis entre Paris et Québec. Et lorsque le poste s'est ouvert, bien, je suis arrivée en anthropologie. Alors, juste sur ces années parisiennes, c'était à l'école pratique, hein, des Oui, hautes ça s'appelait études? l'École pratique des hautes études, 6e section. C'était les sciences sociales. En fait, c'est la sociologie à l'époque. Maintenant, c'est l'École des hautes études en sciences sociales. Ça a changé. C'est ça. Alors, peut-être vous pouvez nous parler de ces années Ben, à les années, Paris, en c'est fait, juste après mai on avait 68. des séminaires chaque mois, mais Paul-Henri avait des séminaires, lui. Moi, je faisais. Paul-Henri était un des grands patrons à l'époque, Paul-Henri Chambord-de-Lauve. Donc, il y avait des sous-groupes. Et moi, je faisais partie de son sous-groupe à lui, qui s'appelait le groupe Aspiration. Et donc, il y avait un Français, il y avait une Brésilienne, un Algérien, un Panaméen, et puis, on était 4 ou 5. On travaillait directement avec lui. Alors, il y avait des séminaires qui n'étaient pas la même semaine là, que les autres. Puis, il y avait aussi le conseil scientifique les lundis matins. On n'était pas obligé d'y aller, mais disons qu'on se sentait obligé d'aller écouter les grands profs, les grands bons qui parlaient. C'était son groupe, mais c'était un gros groupe de recherche. Et donc, ça, c'était intéressant. Mais on travaille beaucoup de façon autonome en France, comparativement à ce qui se faisait ici. Ce qui fait qu'il y avait des Québécois qui appréciaient plus ou moins. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'encadrement. Moi, c'était tout le contraire. Comme j'avais travaillé avant, comme j'étais un petit peu plus âgée, ça m'arrangeait bien qu'il n'y ait pas trop d'encadrement. J'aimais bien cette liberté-là. Mais ça n'empêchait pas de travailler, là, de préparer Il a fallu que je prépare un questionnaire, que je le teste avec ma chef de travaux. Et donc, ça a été des belles années. Il y avait aussi quelques Québécois, dont Louis-Jacques Doré, qui est un collègue, qui était là à la même époque, surtout au début. Lui est revenu avant moi. Et il y avait quelques autres comme ça, on se fréquentait, on sortait, on allait voir des films. Ça, c'est des belles années parce que moi, j'ai beaucoup connu Paris en marchant d'abord pour mon travail, quand j'allais faire mes entrevues dans les quartiers nord, je m'organisais pour prendre le métro jusqu'à une station qui n'était pas trop proche et je m'installais dans un café pour lire mes notes et tout. Et ensuite, je marchais. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup marché. Moi, je connais Paris, je pense, par les pieds, parce que j'ai beaucoup marché un peu partout. Et je le faisais volontairement de cette manière-là. Et je pense que c'est la même chose probablement pour beaucoup de Québécois qui n'étaient pas trop nostalgiques, parce qu'il y avait il y avait des groupes de Québécois qui étaient nostalgiques. J'irais jusqu'à dire au point de manger des hamburgers, de chercher des... Mais c'était un peu enfantin, mais il y en a... probablement il y avait des personnes qui avaient besoin de ça pour se sentir à l'aise. Mais moi, je n'avais aucune envie de ça, ni Louis-Jacques, ni les gens, ni quelques copains avec qui j'étais. Alors nous, on profitait du fait que justement, on était en France et qu'on voulait en profiter au maximum. Et ça m'a permis aussi d'être dans l'interdisciplinarité très tôt. Ça a été ensuite un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit, puis j'ai beaucoup travaillé en interdisciplinarité, parce que le Centre d'ethnologie sociale et de psychosociologie dit tout. On voit très bien là qu'il n'y a pas cette division disciplinaire. Donc, vous pouviez parler à Marie-Josée et elle pouvait intervenir. C'est évident qu'elle était psychologue. Mais ce n'était pas sa discipline qui faisait qu'elle intervenait, c'est qu'elle connaissait le domaine. Et ça, je pense que c'est un apprentissage très important. Les gens qui venaient du Brésil, là, j'aime une grande copine qui a enseigné, qui est maintenant retraitée à l'Université de Recife, elle était spécialiste en éducation, une sociologue de l'éducation. Moi, je travaillais sur les familles ouvrières à Paris. Un autre travaillait au Panama, qui était médecin d'ailleurs, mais qui faisait son doctorat. C'est très riche, ça, comme possibilité. Ici, on était beaucoup plus compartimenté. L'anthropologie était jeune, là, à Montréal, puis à Laval aussi. Mais pour exister, il fallait consolider nos bases dans l'université. J'ai travaillé aussi sur les questions d'institutionnalisation. Pour exister, il fallait s'institutionnaliser. Mais en France, les gens avaient des formations de philosophie, en fait, les profs qu'on avait là. Alors, moi, je pense à quelqu'un comme Godelier ou Bourdieu. Bourdieu est-il un anthropologue pour avoir fait du terrain chez les Kabyles ou est-il un sociologue ou un philosophe? Non, les gens se posaient pas la question. Aujourd'hui, on essaie de placer les gens dans des belles boîtes, mais c'était pas comme ça. Et moi, je trouvais ça très enrichissant, justement. Ça me convenait tout à fait, ça. Après Paris?
Ah ben après Paris, je suis partie aux États-Unis un peu comme drop-out, comme on dit. J'avais un copain, on a vécu aux États-Unis. Et moi, j'ai analysé mes données au bord de la mer, dans le Rhode Island, où on louait une maison durant l'année. Alors, je travaillais sur mes données pendant que mon copain travaillait. Puis ensuite, on intervertissait. Je devenais serveuse de restaurant et lui travaillait sur son... faisait sa maîtrise à l'époque. Et on a fait ça pendant 3 ans. Et donc, je venais de temps à autre au Québec parce qu'on ne pouvait pas rester plus de 6 mois. Donc, je faisais des allers-retours et je revenais. Et ça a été vraiment des années spéciales là, qui ont... Ça aurait pu arrêter mon cheminement parce que j'aurais pu faire autre chose, mais en réalité, je travaillais sur mes données, j'analysais mes données et j'écrivais ma thèse, mais c'était un décor fantastique. Et un jour, je pense que c'est Louis-Jacques, d'ailleurs, qui m'a dit, il va y avoir un poste probablement qui va s'ouvrir en anthropologie. Si tu es intéressé à appliquer, il faudrait que tu suives ça de près. Alors, je suis venue, j'ai appliqué une première fois. En fait, le poste n'était pas ouvert. J'avais rencontré Yvan Breton, puis il m'avait analysé pour voir si je pouvais peut-être être une personne intéressante. Et l'année suivante, le poste s'est ouvert. Et là, évidemment, j'ai appliqué. Et puis, j'ai eu droit à 2 entrevues, non pas une, parce que c'était un jour de congé. On m'avait convoqué un jour de congé. Et les étudiants n'étaient pas là. Donc, il fallait que les étudiants soient présents. Ce qui fait que j'ai eu droit à 2 entrevues de groupe là, pour l'embauche. Et le département était vraiment en pleine expansion. Nous sommes entrés 6 la même année. 6. 6 profs la même année. J'étais la seule à avoir terminé mon doctorat, mais on est entré 6, c'est extraordinaire. C'était qui? C'était Barito, Arcan était déjà... je ne sais pas s'il est entré formellement. Ensuite, il y avait Lise Pilon, Jean-Jacques Chalifou. On était 6, en tout cas. Il faudrait retrouver, là. Mais on est tous entrés d'un coup, là. C'est peut-être 6 mois de différence, mais c'est à peu près ça. Et là, le département avait beaucoup, beaucoup d'étudiants, on créait des cours. Moi, j'ai reçu... Parce que j'avais travaillé à Paris en ville, en milieu urbain, on m'a dit, est-ce que tu serais intéressé à donner le cours d'anthropologie urbaine? Je n'avais jamais travaillé sur la ville. Je travaillais en ville, mais non pas sur la ville. Parce que le prof qui donnait ce cours-là quittait le département. Et puis, il quittait, les étudiants n'étaient pas satisfaits. Donc, il y avait un cours qui était là, qui n'avait jamais vraiment été beaucoup donné. Là, il avait été donné, mais très peu. C'était un nouveau cours, donc je l'ai refait à ma main. Et puis, j'ai eu aussi, pendant la répartition des tâches, Chantal Collard, qui doit maintenant être retraitée de l'Université McGill, Concordia, pardon. Chantal, elle m'avait dit, elle avait donné un cours qui s'appelait La femme question anthropologique. Ça dit tout. Alors, la femme question anthropologique, au moment de la répartition des tâches, on ne sait pas qu'est-ce qu'on donne à l'une et à l'autre. Et elle me dit, si tu le veux, je te le donne. C'est fantastique. D'accord. Mais j'ai compris pourquoi elle me l'avait donné, parce que c'était l'époque. Bien, peut-être je suis méchante, là. Mais en fait, elle l'avait déjà donné 1 ou 2 fois, ce qui était d'ailleurs le premier cours à l'Université Laval sur les femmes. C'était ce cours-là. Il y en a eu d'autres ensuite, mais ce cours-là a été le premier. Et moi, je l'ai pris et j'en ai fait mon cours. Et grâce à elle, j'ai pu connaître quelques auteurs. Elle a été vraiment d'une générosité. Elle m'a donné sa bibliographie. J'ai pu partir, mais ajouter des nouveaux éléments. Mais j'avais déjà quelques éléments de base qui étaient importants. Et ça, c'était l'époque des oppositions entre féministes radicales et marxistes.